Bonjour, vous écoutez les balados du département de chirurgie de l'Université de Montréal. Je suis Philippe Joly, externe 1. Dans cette capsule, on s'attaque aux diverses présentations de l'ischémie intestinale. Un petit survol de la vascularisation de l'intestin s'impose avant de rentrer dans le vif du sujet. De haut en bas, l'aorte abdominale donne le tronc cœliaque et les artères mésentériques supérieures et inférieures avant de se diviser en artères iliaques communes. L'artère gastro-duodénale, issue du tronc cœliaque, irrigue la portion proximale du duodénum. L'artère mésentérique supérieure irrigue la presque totalité du grêle jusqu'aux 2/3 proximaux du côlon transverse. L'artère mésentérique inférieure irrigue quant à elle le reste du côlon, de même que le tiers proximal du rectum. Les 2/3 distaux du rectum sont irrigués par des branches de l'iliaque interne, soit les artères rectales moyennes et inférieures. Deux autres notions sont importantes lorsqu'on parle de l'ischémie intestinale, les collatérales et les zones watershed. Premièrement, il existe des communications entre les principaux troncs artériels qui irriguent l'intestin et qui permettent une circulation collatérale en cas d'obstruction. Le tronc cœliaque et l'artère mésentérique supérieure sont reliés par la jonction des artères pancréatico-duodénales supérieures et inférieures. La mésentérique supérieure et inférieure sont connectés par l'artère marginale de Drummond et l'arcade de Riola. Enfin, il existe un réseau anastomotique entre l'artère rectale supérieure, tributaire de la mésentérique inférieure, et les artères moyennes et inférieures, tributaires de l'iliaque interne. Deuxièmement, les zones watershed sont particulièrement importantes à connaître. Il s'agit de l'angle splénique et de la jonction recto-sigmoïdienne. Ce sont des régions du côlon irriguées de part et d'autre par les branches terminales de deux troncs artériels. Ces zones watershed sont donc très vulnérables en situation de bas débit, telles que rencontrées chez un patient en choc. Le drainage veineux des intestins se fait quant à lui par le système porte, avant de rejoindre la circulation systémique. L'ischémie intestinale est divisée en trois entités: l'ischémie mésentérique aiguë, l'ischémie mésentérique chronique et l'ischémie colique. Commençons tout d'abord par l'ischémie mésentérique aiguë. L'ischémie mésentérique correspond à une baisse de la perfusion de l'intestin moyen, le fameux midgut, qui inclut le grêle et le côlon proximal. Il s'agit du territoire irrigué par l'artère mésentérique supérieure. Comme nous le verrons, l'ischémie mésentérique aiguë est une urgence chirurgicale, considérant l'importance du grêle pour l'absorption des nutriments. Quatre principaux mécanismes peuvent entraîner une baisse aiguë du débit sanguin mésentérique: une embolie artérielle, une thrombose artérielle, une thrombose veineuse et des phénomènes non occlusifs. Une embolie artérielle provenant d'un thrombus du cœur gauche ou de l'aorte est responsable de 50% des ischémies mésentériques aiguës. Une thrombose artérielle se produit dans une artère mésentérique supérieure déjà sténosée par l'athérosclérose. Une thrombose de la veine mésentérique supérieure
est une cause rare d'ischémie mésentérique aiguë et est souvent associée aux états d'hypercoagulabilité ou au cancer. Enfin, il peut s'agir de phénomènes non occlusifs associés à l'hypotension systémique, comme chez le patient en choc sévère qui présente une vasoconstriction planchnique pour mobiliser le sang vers ses organes nobles. Les principaux facteurs de risque d'ischémie intestinale sont d'ordre cardiovasculaire, comme les arythmies et la maladie artérielle périphérique, et iatrogènes, comme les chirurgies aortiques et l'hémodialyse. Les thrombophilies héréditaires ou acquises et l'hypovolémie sont d'autres facteurs de risque reconnus. Peu importe le mécanisme, l'ischémie et l'hypoxie qui résultent de la baisse de perfusion entraînent des lésions tissulaires qui peuvent évoluer en 6 heures vers la nécrose transmurale du tube digestif et la perforation. Il faut donc agir vite. Il faut garder à l'esprit que ces problèmes sont difficiles à diagnostiquer et qu'une identification précoce est essentielle. Voyons à présent comment se présente l'ischémie aiguë. L'ischémie mésentérique aiguë est décrite comme une douleur abdominale diffuse, disproportionnée par rapport à l'examen physique. Le mode d'apparition de la douleur et son intensité sont en étroite relation avec le mécanisme causal. L'embolie artérielle entraîne une douleur aiguë, subite, en périombilicale. La thrombose artérielle est souvent décrite comme l'aggravation d'une angine mésentérique. Il faut donc rechercher des antécédents d'ischémie chronique chez le patient qui se présente avec un épisode d'ischémie aiguë. À l'opposé, la thrombose veineuse produit une douleur d'installation beaucoup plus lente. L'examen physique, dans tous les cas, est initialement normal, outre la douleur abdominale diffuse. Lorsque le patient progresse vers l'infractus transmural et la perforation, on voit apparaître du péritonisme et un ventre de bois. Aucun laboratoire ne permet de confirmer le diagnostic d'ischémie mésentérique. On rencontre néanmoins une leucocytose et une acidose métabolique. D'ailleurs, un abdomen aigu accompagné d'une acidose métabolique est une ischémie intestinale jusqu'à preuve du contraire. Enfin, l'élévation des lactates est peu utile et constitue un marqueur tardif d'une ischémie déjà sévère. Pour poser le diagnostic, l'angiographie par CT scan ou angioscan s'avère la modalité d'imagerie préconisée. Les patients avec des signes de péritonite ou un indice de suspicion clinique très élevé pourront bénéficier d'emblée d'une laparotomie exploratrice. La prise en charge initiale d'un cas aigu vise à stabiliser le patient en attente des investigations subséquentes. On l'hydrate et on corrige ses anomalies électrolytiques. On débute aussi généralement une antibiothérapie en raison du risque élevé de nécrose intestinale. Il est impératif aussi de cesser toute médication vasopressive pouvant accentuer un éventuel vasospasme, comme les alpha-adrénergiques ou la digoxine. La suite des interventions vise à restaurer la perfusion intestinale et dépend de la cause de l'ischémie. Les causes emboliques sont traitées par embolectomie. Les thromboses artérielles requièrent une revascularisation par pontage. Les thromboses veineuses répondent souvent à l'anticoagulation. Enfin, l'ischémie non occlusive doit être renversée par une augmentation du débit splanchnique.
Une fois l'intestin reperfusé, il faut bien sûr resséquer tout segment nécrotique. Dans plusieurs cas, on n'effectue pas d'anastomose primaire pour permettre une seconde laparotomie 12 à 24 heures plus tard afin d'éliminer tout segment mal revascularisé. L'ischémie mésentérique aiguë est associée à une forte morbidité et mortalité. Le taux de mortalité est d'environ 60%. De plus, une résection importante du grêle entraîne un syndrome de l'intestin court, caractérisé par une hypersécrétion gastrique, de la diarrhée et une malabsorption de nutriments. D'autre part, l'ischémie peut aussi résulter d'un processus chronique comme l'athérosclérose et se présente alors par de l'angine mésentérique dès lors que 2 des 3 troncs artériels sont touchés. L'ischémie mésentérique chronique, souvent associée à l'athérosclérose, se manifeste donc par de l'angine mésentérique. Tout comme son pendant cardiaque, il s'agit d'une douleur déclenchée par l'effort. Les patients présentent donc une douleur périombilicale ou épigastrique, débutant de 30 à 120 minutes postprandiales, d'intensité proportionnelle à la taille des repas. Le patient peut présenter de la diarrhée ou une perte de poids. Un angioscanne est essentiel si on soupçonne une angine mésentérique chronique avec pose de stent et pontage au besoin. Disons maintenant quelques mots sur l'ischémie colique. À l'instar du grêle, le côlon peut être le siège de pathologies ischémiques. Par ailleurs, les états de bas débit, comme le choc et l'athérosclérose, sont les mécanismes les plus fréquents d'ischémie colique. On se rappelle que les zones watershed sont particulièrement susceptibles aux baisses de perfusion splanchnique. La colite ischémique se présente par une douleur abdominale crampiforme, d'installation rapide, accompagnée d'une diarrhée sanglante et de rectorragie. La douleur est fréquemment localisée du côté gauche. L'examen abdominal révèle une sensibilité localisée. Comme on l'a vu, l'acidose métabolique chez le patient avec douleur abdominale aiguë est fortement subjectif d'une colite ischémique. Le CT scan avec contraste intraveineux est la modalité initiale d'imagerie, mais s'avère souvent non spécifique. On procède donc à une colonoscopie pour confirmer le diagnostic de colite ischémique. Une exploration chirurgicale est parfois envisagée si un doute persiste. Heureusement, la majorité des patients avec colite ischémique ne requièrent qu'un traitement de support, incluant une hydratation et une analgésie. On observe habituellement une résolution spontanée en quelques jours. Chez les cas sévères, on peut toutefois observer la formation de sténose ou d'une colite ischémique chronique. On a recours à la chirurgie qu'en cas de perforation ou d'hémorragie importante. Nous voilà arrivés au terme de notre exploration de l'ischémie intestinale. La reconnaissance rapide de l'ischémie mésentérique aiguë est un défi diagnostique. À tout le moins, gardez à l'esprit ce diagnostic lorsque vous évaluez une douleur abdominale aiguë.